CRTV, au cœur de la nation. Parce que la loi est claire. Pour posséder une arme, il faut une autorisation expresse du ministre de l'administration territoriale. L'objectif final, c'est ramener la paix, le dialogue, la concorde ou le vivre ensemble entre les... Et le problème justement de ce type d'objectif, c'est que ce n'est pas mesurable. Il n'est pas mauvais de s'endetter pour investir dans le capital. Au Cameroun, la guerre des tribus n'existe pas. Et puis le chef d'État a même dit aux nations, nous sommes tous mendiants de la paix. Vous prenez un taxi, vous n'allez pas dire, monsieur le chauffeur de taxi, vous êtes de quelle tribu? C'est le grand classique de la CRTV, Actualité Hebdo, des invités de poids qui font l'actualité, questions-réponses sans complaisance, avec l'apport des internautes. L'actualité de la semaine est ainsi révisitée, Actualité Hebdo. Ne manquez pas le rendez-vous tous les dimanches sur la CRTV. Bonsoir. Covid-19, on prolonge de 2 semaines encore les mesures de restriction contre le coronavirus alors que le nombre de cas, lui, continue de monter avec même ces jours-ci une véritable accélération qui fait craindre le pire pour le Cameroun. L'autre crainte exprimée par les observateurs, c'est ce réseau de fabrication et de commercialisation de la fausse chloroquine qui est signalé, tenu par des Camerounais qui font fi de toutes les mises en garde gouvernementales à cet effet. Après pratiquement un mois dans la crise, quel bilan peut-on faire de la stratégie de prise en charge mise en place par le gouvernement? Que peut-on dire de nouveau sur le coronavirus qui n'a déjà été dit? Les fake news ne reculent pas, séance d'explication, d'évaluation et même, pourquoi pas, d'injonction. Le professeur Eugène Sobgui, vice-président du Conseil scientifique des urgences de santé publique, est l'invité d'actualité de ce soir. Professeur Sobgui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chérif, et merci de votre invitation. C'est un plaisir. Alors, c'est tout go comme ça. Le pic au Cameroun, c'est quand? Pour dire les choses simplement, on ne sait pas. On espère chaque jour qu'il sera derrière nous, mais on sait en même temps, lorsque l'on observe la tendance, qu'il devrait survenir peut-être plus tôt, d'ici quelques semaines, 4, 5 semaines, on ne sait pas. En tout cas, les efforts qui sont faits, c'est pour permettre qu'il arrive vite et que l'on amorce la descente. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que cette histoire ne fait que commencer chez nous? Ils n'ont, in fine, pas tort. Nous sommes dans une phase d'ascension qui résulte à la fois des cas importés et d'un début de transmission survenant sur le territoire camerounais. Donc nous avons déjà des foyers endogènes. Nous avons déjà des évidences de transmission sur le territoire, de véritables foyers. On attend de voir les résultats des enquêtes faites en communauté, mais très clairement, il se passe déjà des transmissions sur le territoire, ce qui veut dire qu'il y aura une démultiplication à partir du grand nombre de cas importés qui ont été observés. Alors, autre question, et c'est toujours des questions de, j'allais dire, de téléspectateurs ou qui absorbent cette situation. On parle de confinement, confinement total ou pas, mais le confinement au Cameroun, c'est pour quand? Ou alors est-ce qu'il est impossible? Alors, la question du confinement, nous l'avons dit ailleurs, il faudrait retourner à sa genèse. Le confinement, c'est une notion de protection civile. En général, il y a 2 types de réponses majeures qu'ils ont en protection civile lorsqu'il y a une attaque. Lorsque l'attaque lorsque le problème est de l'intérieur, la réponse est souvent l'évacuation. Et lorsque le problème arrive de l'extérieur, la réponse est souvent le confinement. Mais en fait, c'est
quoi le confinement et quelles sont les formes de confinement? La mise en quarantaine d'un sujet présentant à haut risque est un confinement, est une forme de confinement. Les patients diagnostiqués Covid-19 positifs sont traités en unité d'isolement. Ils sont confinés dans une unité de prise en charge pour que le virus ne soit pas transmis aux autres patients de l'hôpital ou à la communauté en général. Donc l'isolement des patients, c'est également un confinement. Et quand on prend également maintenant à l'échelle des populations, il peut y avoir ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Couper une ville d'une autre, empêcher les déplacements d'un bassin à un autre, d'une ville à une autre. Le cordon sanitaire est une forme de confinement, confinement d'un bassin, d'une ville, d'une région. Il peut y avoir des confinements sélectifs. Soit on essaye de confiner la maladie, soit on essaye de confiner les non-malades pour qu'ils ne soient pas atteints par la maladie. C'est diverses options. Et donc, il y a des confinements partiels et des confinements totaux. Donc, la notion de confinement est une notion très large qui recouvre plusieurs réalités. Et donc, l'utilisation de ce terme c'est clair que c'est courant aujourd'hui. On se pose la question, est-ce que le Cameroun va faire du confinement ou pas? Est-ce qu'il faut faire du confinement ou pas? Avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer sur un confinement total, sur un confinement partiel. Et je voudrais même rajouter que l'on peut étendre la notion de confinement, par exemple, au fait pour quelqu'un qui est malade ou à risque d'être malade, de mettre un masque. Il y a un confinement du virus qui se retrouverait dans ses voies respiratoires. Il y a une forme, à ce moment-là, à une échelle micro, de confinement. Est-ce qu'on y va parce que, il le faut? Est-ce qu'on a le choix véritablement? Alors, sur le confinement total, les objectifs du confinement total, c'est en général de réguler les flux de patients qui arrivent vers le système de santé. Lorsque, par exemple, les services de réanimation sont excédés, dépassés, ça devient crucial de réguler les flux de patients qui y arrivent. Et le confinement permet de retenir, c'est une stratégie un peu d'endiguement. Le confinement, in fine, ne bloque plus l'épidémie, mais régule le flux d'arrivée des patients vers le système de santé. Le confinement à l'échelle de la prévention permet, certes, de retenir dans certaines poches, dans certains bassins, la maladie, ou alors permet à ceux qui ne sont pas malades d'être à l'abri des personnes qui sont malades. Alors, pour revenir à la question, confinement total, oui ou non? Vous l'avez bien noté, c'est un gros débat de société. C'est un gros débat de société, ce n'est pas un débat seulement médical. Il serait prétentieux pour le médecin que je suis d'envisager de trancher sur cette question parce qu'elle a des implications socio-économiques, on va faire ça comme ça. Elle a des implications psychosociales, elle a des implications qu'il faut analyser à la fois sur un plan multidisciplinaire et sur un plan multisectoriel. Est-ce que vous comprenez que les Camerounais disent « on a peur » ? Absolument. Et je vais vous dire, si moi je n'ai pas peur, c'est parce que la peur n'est pas de mon registre, mais ne doit pas je suis avoir peur. préoccupé. Je suis préoccupé, c'est une situation préoccupante. L'épidémie est croissante. Et la réponse qui est apportée, on a une batterie de mesures, mais on a une mise en œuvre qui n'est pas encore suffisante pour que les résultats escomptés soient atteints. Donc c'est préoccupant. Je suis d'autant plus préoccupé, et vous me permettez de commencer l'émission en le disant, que le corps des personnels soignants, le corps des médecins, a connu cette semaine le décès d'un médecin. C'est précocement dans la bataille, nous observons le décès d'un médecin
liées à cette maladie, très probablement, ou quasi certainement, c'est préoccupant parce que le corps médical, le personnel soignant, le personnel hospitalier est en première ligne de la réponse. Et on ne peut pas se permettre de perdre des soldats si tôt dans la bataille. Oui, les Camerounais ont peur. La peur ne doit pas induire la procrastination. Ça ne doit pas induire la prostration qui freine l'action. Cette peur doit induire l'action. Et ces actions, c'est les mesures déjà individuelles de protection. C'est que l'on ait décidé sur le plan institutionnel d'un confinement ou pas, c'est que l'on réduise les mouvements. Le cadre dans lequel on évolue sur le plan des outils qui existent prévoit dans les mesures gouvernementales, par exemple, de réduire les voyages entre les villes exclusivement à ce qui est essentiel. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Il faut qu'on arrête de voyager pour des raisons non essentielles. Alors, ça devrait se faire sous la contrainte, non? À titre personnel, je pense qu'il faudrait passer à la contrainte. Il faudrait passer à la contrainte. Parce que c'est nous les médecins qui trinquons. C'est nous qui trinquons. Il faut passer à la contrainte. Il faut qu'on arrête de voyager pour rien. Il faut qu'on arrête de se retrouver assis dans des bars pour rien. Et ça, on n'arrête pas de le dire. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, si vous permettez, sur ce point en particulier, je voudrais faire plus appel à la responsabilité individuelle qu'à un autre train de mesures. Donc, la responsabilité individuelle en un. Deuxièmement, les mesures contraignantes pour que celles qui sont déjà existantes soient appliquées. Et troisièmement, l'évaluation, que l'on sache finalement qu'est-ce qui est effectif, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est optimal, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qui nécessite qu'on y aille un peu plus fort. Absolument. Alors, professeur Eugène Sobui, merci de vous prêter ainsi à nos questions. Vous aurez également à répondre tout à l'heure aux questions des internautes rassemblées pour nous par Elvis Mbimba, qui a fait le tour de Facebook, Twitter, CRTV Web. Ce sera tout à l'heure. Tout à l'heure aussi, toujours dans le menu de Actualité Hebdo, nous écouterons le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, sur les mesures barrières, comme on les appelle. En bonne place aussi, l'actualité politique et sociale de la semaine. Actualité Hebdo, à tout de suite. Alors, professeur Sobui, le corps médical, on en parlait tout à l'heure. Il y en a un qui est parti malheureusement, mais tel que c'est parti, il va tenir. Le corps médical est psychologiquement paré. En fait, lorsqu'on prête serment, c'est en sachant que l'on pourrait, au cours de la carrière, faire face à des situations comme celle-là, ou des situations beaucoup plus difficiles. On préfère être mieux préparé, mais les épidémies, la caractéristique des épidémies, c'est que ça n'alerte en général pas. Le corps médical est dans la psychologie de personnes qui sont au combat et qui vont combattre et qui ont besoin que la population, j'allais dire, ne fasse pas des conneries. Le corps médical a besoin que les décideurs politiques, je m'excuse du terme, ne se trompent pas, que les mesures soient prises quand elles doivent être prises pour qu'il n'y ait pas un afflux massif à un moment vers les structures de santé. Mais est-ce que ce corps médical-là est protégé? On fait un peu le tour des hôpitaux, même ceux dans lesquels justement les malades du corona sont confinés. On observe. Cela pourrait être mieux. Cela pourrait être mieux. Les hôpitaux, j'allais dire à titre individuel, font les uns un peu mieux que les autres, mais très clairement, le corps médical attend que la volonté politique se traduise totalement en acte de protection, de sûreté de la pratique médicale. Donc, je profite immédiatement pour parler d'un corps qui est mal connu, c'est le corps du génie sanitaire. Alors, dans le corps de la santé, le corps du génie sanitaire est mal connu, c'est ce qu'on appelle habituellement les hygiénistes.
Les occasions des épidémies comme celle-ci sont véritablement les occasions de se rendre compte que c'est un corps d'une importance capitale dans le système de santé et qu'il faudra renforcer. Il faudra plus de recrutement, plus de formation, susciter plus de vocations. Parce qu'on en parlera peut-être dans les unités d'isolement comme c'est un peu les premières leçons qu'on tire. Voilà, tout à fait. Ouais. Dans une unité d'isolement, on a besoin du médecin, on a besoin de l'infirmière, mais on a besoin dans chaque équipe d'un hygiéniste, d'un technicien ou d'un ingénieur de génie sanitaire. C'est le maillon essentiel du contrôle de la propagation d'une infection. Et donc, je profite en fait de cette occasion pour parler spécifiquement d'eux et saluer les nôtres parce qu'à l'hôpital central, on a des spécialistes des génies sanitaires particulièrement dévoués. Voilà. Vous êtes à l'hôpital central. Exactement. Voilà. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, sur les fameuses mesures barrières, les mesures gouvernementales. Aujourd'hui, nous avons disponibilisé un certain nombre d'espaces dans les formations sanitaires. Nous avons disponibilisé un certain nombre d'espaces dans les logements sociaux. Nous en avons 550 à Yaoundé, nous avons 650 à Douala, nous en avons à l'ouest, nous avons ailleurs. Mais si nous systématisons, n'est-ce pas, le testing, comme nous sommes en train de faire, on pourrait avoir un grand nombre de personnes à prendre en charge. Et donc, il faudrait que nous ayons des centres dédiés de traitement, n'est-ce pas, des malades du Covid. Et c'est pour cela que nous devons faire en sorte que nous ayons plus de lits disponibles pour cette opération. Alors, professeur Eugène Sobgui, on a vu ce week-end des officiels faire un peu une sorte de tour de ville, ici à Yaoundé, pour voir quels pourraient être les endroits qui pourraient accueillir d'éventuels malades et tout ça. Mais ils ont vraiment fait le tour et ça craint un peu. On se dit, peut-être que les prochains chiffres vont être beaucoup, beaucoup plus importants. Nous sommes dans la phase où l'augmentation est dite exponentielle, pour emprunter ce terme aux mathématiques, puisque c'est une courbe mathématique. Nous sommes dans la phase de l'augmentation exponentielle. Ça va augmenter. Les chiffres vont augmenter. Les chiffres augmentent. Et le système de santé ne pourra pas absorber tous les malades issus du diagnostic de Covid-19 qui est actuellement fait. C'est-à-dire que si on prend le cas de Yaoundé, hôpital central, hôpital Jamo, hôpital général, on a rapidement fait le plein. On aura rapidement fait le plein si l'on reste dans une stratégie qui ferait hospitaliser tous les cas. Et ça permet de venir à un point qui est celui de la sévérité de la maladie. Sur 100 patients, on estime que 80, c'est des formes légères à modérées. C'est des formes donc, qui peuvent être prises en charge dans des hébergements médicalisés et même dans certains cas, cela se discute, dans un confinement à domicile sous supervision médicale. Et on a 20% des formes qui peuvent être sévères, voire critiques. 20% de ces patients nécessitent une hospitalisation en isolement et une hospitalisation qui est lourde en général en matière de ressources. Exactement, en matière de ressources qui sont mobilisées. Dans ce contexte-là, soit les hôpitaux, le système de santé croule sous les patients, sous l'avalanche du nombre de patients Covid-19 qui arriveraient, soit des vannes sont ouvertes, des écluses sont ouvertes vers d'autres centres qui permettent une médicalisation du séjour et de la prise en charge de ces personnes sans toutefois empêcher au système de santé de continuer de fonctionner, de continuer de prendre en charge d'autres malades. Parce qu'il y a justement ce problème-là, c'est-à-dire que le coronavirus fait fuir les victimes d'autres pathologies. On dit que les hôpitaux sont vides. Oui, on observe bien une diminution de la fréquentation des hôpitaux et ça, c'est grave parce que cela pourrait augmenter la mortalité non-corona pendant l'épidémie de Covid-19. Donc, des gens qui n'ont pas le coronavirus et qui décèdent simplement du fait d'un refus de recours aux soins. C'est l'occasion de rassurer les personnes.
Par exemple, à l'hôpital central, les malades de Covid-19 sont dans ce que nous appelons une unité d'isolement. C'est-à-dire que c'est totalement en dehors de l'hôpital, ce qui permet au reste de l'hôpital de continuer d'assurer des prestations de soins sécurisées pour le reste. Mais donc de chercher d'autres sites d'hébergement ou de prise en charge des patients atteints de Covid-19, c'est justement pour permettre aux hôpitaux de continuer d'offrir des services de maternité sécurisés, d'offrir des services de prise en charge, diabète, hypertension, etc., sécurisés. Donc ne pas casser ce que nous avons comme système de santé pendant que ces unités spécialisées-là ne feraient que du corona. Et ça, j'allais dire encore, on l'apprend des militaires, on l'apprend des humanitaires qui savent mettre en place ce qu'on appelle des hôpitaux de campagne. C'est possible rapidement de médicaliser des bâtiments qui s'y prêtent pour accueillir un grand nombre de patients. Alors, au niveau justement des soins, ils sont confinés, comme on dit, hôpital général, central, JAMO. Qu'est-ce qu'on leur donne? Alors, c'est ici qu'intervient justement, vous me donnerez un petit peu de temps pour justement dire sur Internet, sur WhatsApp, etc., ont circulé de nombreux protocoles. Nombreux protocoles dits de prise en charge de Covid-19. Ce qui a circulé parfois peut faire partie de la prise en charge d'un patient Covid-19, mais ce n'est pas ça, la prise en charge d'un patient Covid-19. Un patient Covid-19 a besoin, premièrement, d'être mis au repos. C'est la première chose. Il a besoin d'être dans un environnement de sécurité microbiologique. C'est pour ça que c'est des unités d'isolement avec une architecture particulière qui respecte les notions de cloisonnement et de marche avant obligatoire avec absence de croisement entre le chemin du propre et le chemin du sale. Ça, c'est la deuxième chose. Ils ont besoin de personnel formé pour s'en occuper. Et ils ont besoin d'un très grand nombre de mesures, qu'on va dire, de confort respiratoire. Ça peut être de la kinésithérapie respiratoire, ça peut être des mesures adjuvantes sur le plan respiratoire, sur le plan de toutes les autres petites pathologies qu'ils vont présenter. Il faut dire aussi que ceux qui sont hospitalisés sont soit les cas sévères, soit ceux qui présentent ce que nous appelons les comorbidités, des maladies associées. Il faut optimiser la prise en charge de ces maladies associées dans le contexte Covid-19. Et donc, ce que l'on donne, c'est bien sûr toutes ces mesures que je décris, c'est les mesures adjuvantes et c'est des médicaments dont certains, on pense qu'ils peuvent avoir une action spécifique sur le virus ou bien prévenir ou traiter des éventuelles surinfections. C'est pour ça que certains malades n'ont pas de médicaments du tout et il y en a d'autres qui ont 5 classes de médicaments. Donc et là, ça dépend de l'évaluation parce que, je le disais sur d'autres antennes, la médecine, c'est la spécialité du diagnostic et de la thérapeutique. Le traitement doit être adapté au diagnostic et pas seulement au diagnostic de maladie. Alors, il faut clarifier quelque chose. Le Covid-19, on le traite ou alors on en traite les symptômes? On fait les deux. On en traite les symptômes pour améliorer la qualité de vie du patient. Et traiter le Covid-19 en lui-même, c'est qu'avec certaines thérapeutiques, on sait aujourd'hui que l'on réduit ce que nous appelons la charge virale, on réduit la contagiosité, et il y en a d'autres, il y a des traitements qui permettent de contrôler les maladies associées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicament spécifique anti-Covid-19 Non, il n'y a pas de médicament qui aujourd'hui ait l'autorisation de mise sur le marché, indication, traitement du Covid-19. Non, ça, il n'y a pas. Par contre, la médecine aujourd'hui sait utiliser des armes, c'est les réorienter vers certaines pathologies. C'est ce qui est en train de se passer
Actuellement, dans le cadre du Covid-19, on utilise une batterie de choses. Pour prononcer les termes, puisque ça reviendra, oui, on utilise la chloroquine, l'hydroxychloroquine. Oui, on utilise des antiviraux, lopinavir, ritonavir, remdesivir. Nous en parlerons tout à l'heure. Nous en parlerons. Alors, je vais vous proposer que nous fassions un tour du côté de nos machines pour parler de la semaine politique. Une semaine politique au rythme du Covid, du coronavirus, SDF et législatif partiel, les questions de frontières entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, le Fonds spécial de solidarité nationale contre le Covid-19, fonds créé par le président de la République. C'est vrai, Alé Gambé. Le Palais de l'Unité a émis un autre signal fort cette semaine dans le combat qui est engagé contre la maladie à coronavirus. Le président de la République a décidé de la création d'un fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre cette épidémie. Le président Paul Biya a instruit le gouvernement d'abonder en urgence ce fonds à hauteur d'1 milliard de francs CFA pour le financement des activités relevant de la stratégie de riposte contre la propagation du Covid-19. Un acte politique visant à impliquer tous les citoyens à la défense d'une cause commune. À la réalité, l'arme pris par le président de la République est un habitus, en référence à Pierre Bourdieu, qui indique qu'il y a là une constance dans la culture des peuples camerounais, n'est-ce pas, à s'unir face à une crise quelconque, dont le président est dans son assiette, il est dans son rôle. Il a pris un acte qui vise, n'est-ce pas, à protéger ses concitoyens. Je pense que ça devait être repris par les milliardaires camerounais. On parle le plus souvent de la responsabilité sociale des entreprises, de la responsabilité sociale des individus envers la patrie. Que tout le monde se mobilise, comme on a eu à le voir en des cas similaires. Et pensons que le peuple camerounais est un peuple uni, un peuple solidaire. Un autre pôle d'observation de l'actualité politique, le Palais des Congrès, siège du Conseil constitutionnel. La haute juridiction s'est prononcée sur les recours dont elle a été saisie au lendemain des législatives partielles dans le nord-ouest et le sud-ouest. La proclamation officielle des résultats est annoncée le 7 avril prochain. Il s'établit entre-temps que le RDPC a raflé les 13 sièges qui étaient en jeu. La loi a été dite et nous allons respecter la loi. Nous ne pouvons pas faire de commentaires sur la décision. Les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours. Les 13 sièges reviennent des circonscriptions concernées, reviennent au RDPC et le RDPC est satisfait. Elections Cameroun a organisé une élection et il va de soi qu'il défend cette élection-là. Dès lors que le Conseil constitutionnel a rejeté tous les recours qui ont été engagés contre l'élection, les recours en annulation, il va de soi que nous sommes satisfaits. Visiblement, la décision du Conseil constitutionnel ne plaît pas beaucoup aux responsables du SDF. Parti à la procédure, absent d'ailleurs de l'audience du règlement du contentieux post-électoral. Toutes les 11 circonscriptions ont fait l'objet de graves irrégularités. Les mêmes éléments pour lesquels le scrutin du 9 février avait été annulé par le Conseil constitutionnel ont été reproduits, à savoir le transfert et la délocalisation des bureaux de vote vers les espaces publics de regroupement, une fois de plus effectué à l'insu des populations, privant ainsi une bonne partie des électeurs de leur droit fondamental qu'est celui de voter. Le Conseil constitutionnel a déclaré toutes les circonscriptions gagnées par le parti au pouvoir. Nous tenons à souligner que bien que nous n'acceptons pas cette proclamation, nous sommes tenus, en vertu de nos positions et responsabilités républicaines, de la respecter. Pendant qu'on s'achemine vers la fin du long feuilleton sur les législatives 2020, l'Assemblée nationale et le Sénat sont au travail. Les deux chambres du Parlement ont reçu de l'exécutif des projets de loi. C'est par exemple le cas de la loi régissant le secteur postal. La Poste est appelée à jouer un rôle central dans l'inclusion numérique, l'inclusion financière. Nous venons donc de défendre ce projet de texte qui va équiper, qui va permettre à la Poste d'introduire les TIC dans les activités. Au plan diplomatique, on se rappelle de la visite de 2 jours effectuée dans la région du Sud, à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, par le ministre Paul Atangandji de l'administration territoriale et Joseph Betty Assomon, ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense.
Sur haute instruction du chef de l'État, les deux membres du gouvernement sont allés puiser à bonne source et évaluer les informations relatives à la démarcation de la frontière commune entre les deux pays. Il est question de préserver par la diplomatie l'intégrité territoriale du Cameroun. Retour sur ce plateau avec notre invité, le professeur Eugène Sobgui. Alors, nous parlons coronavirus, nous donnons maintenant la parole aux internautes qui ont, avec l'appui d'Elvis Mbimba, nous ont fait parvenir un certain nombre de questions. Il y en avait beaucoup, nous en avons sélectionné quelques-unes forcément. Alors, Aaron Foguedi, ne pensez-vous pas que le Cameroun est en train de devenir l'Italie de l'Afrique? Un peu grave. N'aurions-nous pas mieux fait de décréter le confinement total? On y revient, total ou partiel, Douala, Yaoundé, Bafoussam, dès que les premiers cas se sont déclarés. Je commencerai par dire que sur d'autres antennes, il y a 2 semaines, nous avions suggéré que Yaoundé, Douala et Bafoussam pouvaient être coupés du reste du pays pour contenir les cas dans ce périmètre-là, mais pas s'arrêter là. Ça ne servirait à rien de confiner ou de couper et s'arrêter là. Il faudrait isoler pour éviter l'ensemencement du reste du pays, ça c'est une chose, mais surtout à l'intérieur de ce que l'on peut considérer désormais comme des épicentres, effectuer du testing massif. C'est ce qui se passe là maintenant avec Douala? Exactement, à Douala, il y a des tests en communauté qui ont commencé. Nous nous en réjouissons. Mais il faut que les tests, il puisse y en avoir, j'allais dire encore plus qui soient réalisés. Il faut que ce soit plus facile de se faire tester lorsque l'on est dans ces zones-là. Donc, qu'au sein de ces épicentres-là, que le testing massif soit fait pour que les cas soient extirpés de la société et pris en charge afin d'éviter à la fois la contamination locale et l'ensemencement des autres régions. Donc la suggestion, ce serait, avec ou sans confinement, il faut détecter les cas et les prendre en charge. Donc, test massif. Alors, Giscard Conlac dit, quel conseil donnez-vous aux hommes politiques par rapport au confinement total, sachant que c'est inévitable? On revient au confinement total. Lui, il dit c'est inévitable. Vous, le médecin, qu'est-ce que vous dites aux hommes politiques? Alors, comme je le disais, l'humilité du médecin est de dire nous avons appris à faire des diagnostics et à soigner. Bon, j'ai fait un peu d'épidémiologie, on a appris ça aussi, on va dire. Oui. Alors, je rappellerai que le confinement total a peu d'effet sur la progression de l'épidémie, mais a un rôle régulateur fantastique. Si on prenait l'exemple de l'Italie, mais si vous permettez, confiner dans un quartier de Yaoundé, je n'en cite pas le nom, 6 enfants et leur grand-mère dans une seule pièce, s'il y en a un qui est infecté, les conséquences peuvent être désastreuses. C'est des éléments à prendre en compte dans le design de ce qui pourrait être le confinement adapté à notre environnement. C'est pour ça que je préfère insister sur le fait qu'on n'a pas épuisé ce que le testing peut faire. Il faut tester des gens, les sortir de l'environnement où ils se trouvent, les prendre en charge pour éviter que la contamination, que l'épidémie progresse. On peut encore faire quelque chose. Choufen Tanchaton, est-ce que les masques en tissu sont efficaces? Peut-on contracter le virus et ne pas développer la maladie? Très pratique. Voilà. Peut-on contracter le virus et ne pas développer la maladie? Oui. Et c'est la situation qui, sur le plan de la progression de l'épidémie, pose même parfois le plus problème. Des gens qui n'ont pas de symptômes, qui ne se méfient de rien, on ne se méfie pas d'eux, et qui continueraient d'être dans des lieux publics, qui continueraient de ne pas respecter les mesures de distanciation sociale, c'est eux qui véhiculent le plus facilement. Et ça appelle encore de la discipline. Ça appelle à de la discipline. La question sur les masques. À quoi sert le masque? Au début de l'émission, j'ai parlé de ce que c'était aussi un outil de confinement. Le masque
évite la projection des gouttelettes dans lesquelles se trouve le virus. Donc, in fine, le fait que je mette un masque vous protège, ou le fait que vous mettiez un masque me protège. Ça, c'est donc, le masque, s'il est en tissu, bien qu'il n'y ait pas cette calibration, cette homologation pour dire est-ce que le virus peut passer à travers les mailles ou tout ça, a le mérite de bloquer les gouttelettes et donc d'éviter d'infecter les autres. Ce qui veut dire que dans le champ, dans l'espace public, le port du masque, même en tissu, aurait un intérêt certain. Parce que ça éviterait, c'est-à-dire que le tissu, ce n'est pas le meilleur des masques, mais c'est pas le meilleur des masques, mais ça réduit la contagiosité de ceux qui ont la maladie. Ça réduirait la contagiosité de ceux qui ont la maladie. Ce qui veut dire que moi, je verrais très bien le fait que dans les transports en commun, les gens soient astreints. Que tout le monde soit masqué. Enfin, porte un masque. Oui, dans les transports en commun. Et là, pour ne pas rentrer dans le débat de la taille des mailles, etc., on va dire un cache-nez, une protection du nez et de la bouche. Dans les transports en commun, dans les marchés, etc., ça réduirait. Et il y a des pays qui en ont fait l'expérience. Donc, je serais tout aise de dire oui, même les masques en tissu peuvent aider. Par contre, pour les soignants, non. Pour les soignants, c'est des masques bien particuliers, bien homologués, qui doivent avoir des caractéristiques particulières. On parle des masques FFP2 pour les soignants en contact potentiel avec le virus. Là, il ne faut pas transiger. Est-ce que pour les soignants, ici au Cameroun en ce moment, nous en avons suffisamment des masques? La réponse est non. Il en faut plus. Nous sommes demandeurs de plus. Et je rajouterai maintenant que la majorité des pays au monde sont à la recherche des masques. Implication, nous sommes dans une bataille maintenant avec les plus grandes nations de la Terre pour l'accès à ces masques. Raison de plus pour organiser notre prise en charge vers des secteurs, vers des centres de prise en charge où l'on peut optimiser la protection afin d'avoir une protection moins coûteuse, moins stringente sur les autres secteurs d'activité de soins. Valentin Elundou, il dit « Un patient peut-il se réinfecter après guérison? L'infection à Covid-19 est-elle immunisante ?» Alors, on a longtemps pensé qu'elle était immunisante. On l'a chopée une fois, c'est bon, c'est terminé. Il y a quelques rapports de cas qui suggèrent que des gens pourraient se réinfecter. C'est donc un débat que je préfère ne pas tenir sur une antenne grand public. Donc, parce prudence. Que c'est encore l'objet de controverse. Donc prudence. Houdeifa Ibrahim qui dit « Le Cameroun a combien d'appareils respiratoires ?» Je ne sais pas. C'est un grand débat. Voilà. À titre personnel, je ne sais pas. En fait, n'étant pas directement impliqué pour ça. Mais on pourrait dire, vu les nombres attendus, si il n'y avait pas une inflexion rapide de la courbe, on pourrait déjà faire l'hypothèse que nous n'en avons pas assez. Et je ne trahis aucun secret, je crois que le ministre de la Santé en a parlé. Le Cameroun s'est engagé à acquérir un nombre supplémentaire de machines pour faire face. Mais, et je le dirais, ça ne sera pas suffisant, même ce qui est en train d'être acquis, mais même s'il y en avait des milliers, tout à l'heure on a parlé d'Italie, on pourrait parler de France. Ils ont des milliers de respirateurs. Mais même chez eux, ce n'est pas suffisant. Mais la mortalité est celle que l'on connaît. Donc avec beaucoup d'humilité, il faudrait regarder cette question de la mortalité, cette question de réanimation en se disant, premièrement, il faut que l'on puisse identifier qui est malade. Deuxièmement, il faut que l'on puisse optimiser pour les 80% qui ne posent pas de grands problèmes. Ensuite, dans les 20% qui posent des problèmes, il y a 15% qui sont des malades sévères où en général, les mesures que l'on applique actuellement, plus de l'oxygène, ça suffit. Et ça, c'est disponible. S'assurer que l'on est suffisamment rigoureux pour le faire. Et puis maintenant, les 2 à 5% qui nécessitent de la réanimation lourde.
Je vais juste faire des éléments de comparaison parce que il y a la santé des individus et puis il y a les questions d'économie de la santé. Un respirateur de bonne qualité, il faut compter au moins 15 millions de francs CFA à peu près. Une machine que l'on appelle le concentrateur d'oxygène ou extracteur d'oxygène qui peut servir pour un patient dans la tranche des 15%, ça coûte entre 1 et 2 millions de francs. C'est-à-dire qu'avec de quoi acheter un respirateur, on peut acheter une bonne dizaine d'extracteurs d'oxygène. Et les malades qui ont besoin d'extracteurs d'oxygène sont beaucoup plus nombreux que ceux qui auraient besoin de respirateurs. Ça, c'est une chose. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas s'occuper de ces malades-là. Mais plus encore, un extracteur d'oxygène, ça s'utilise même dans un hôpital de district, ça s'utilise dans quasiment dans toutes les structures de santé de la République, on peut les utiliser. Un respirateur de réanimation, ça s'utilise dans une unité de réanimation spécialisée, et je dirais même de réanimation respiratoire par un réanimateur. Soins intensifs. Voilà, tout à fait. Par un réanimateur formé. C'est-à-dire que je préfère voir l'autre problème. Ce n'est pas est-ce que nous avons assez de respirateurs, mais avons-nous assez de réanimateurs? Et cette épidémie est une interpellation pour que nous puissions former plus de réanimateurs. Parce que le respirateur, tout seul, ne réanimera personne. Il faut le réanimateur. Il faut le réanimateur. Wilson, il dit « Are these 13 measures enough to prevent the spread of the virus ?» If they are respected. Oui. Christiane, l'inhumation de nos morts n'est-elle pas une erreur? N'est-il pas mieux de les incinérer? Parce qu'il y a un problème là aujourd'hui. Oui. Ceux qui partent, malheureusement qui nous quittent, comment on les enterre? Alors on touche à quelque chose qui n'est plus uniquement de la médecine. Nous gérons avec les médecins légistes, c'est de la socio-anthropologie et c'est parfois même de la psychologie tout simplement. Je commence d'abord par la pratique, par les règles et par la pratique. C'est une maladie à potentiel épidémique, c'est une épidémie. Et donc, il y a des règles très claires qui existent. L'inhumation ne peut pas se faire par les familles. Ça, c'est une chose. Lorsque la dépouille passe d'une unité administrative à une autre, il faut un texte de l'autorité administrative qui permette cela. Et lorsqu'elle le permet, elle édicte les conditions dans lesquelles cela se fait. Et c'est en général un corbillard qui a une séparation bien particulière avec la cabine du chauffeur et bien plus. Et ça, dans la pratique, on l'a fait. C'est les unités de gendarmerie du lieu de destination qui viennent, entre guillemets, récupérer la dépouille au lieu du décès pour aller en assurer l'inhumation et dresser un procès verbal. Dans le respect d'un certain nombre. Voilà, tout à fait, parce que c'est eux qui peuvent, à ce moment, assurer le respect des mesures d'hygiène publique. Et ils dressent un procès verbal d'inhumation qui fait foi de ce que l'inhumation s'est passée dans les conditions de protection de l'hygiène publique, donc des conditions épidémiologiquement acceptables. Alors, l'autre façon de faire est que c'est les communes qui font l'inhumation, c'est l'inhumation. Et bien sûr, on ne peut pas laisser traîner une source potentielle d'épidémie au sein de la population ou bien dans des endroits où on ne le souhaite pas. C'est pour ça que les inhumations des personnes décédées de Covid-19 se passent aussi vite. C'est qu'il y a des règles en la matière. C'est aujourd'hui Covid-19, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être la peste, ça pourrait être autre chose. Mais il y a des règles et il est crucial de les respecter. Puis même, il y a les sacs, les housses mortuaires, etc., etc. Ce n'est pas l'idéal sur le plan socio-anthropologique, mais c'est pour cela... Avons-nous le choix, vraiment? Ouais, et c'est pour cela qu'au Conseil scientifique des urgences de santé publique, il y a justement des spécialistes des sciences sociales qui viennent avec un regard autre
sur ces questions pour apporter... Parce que le conseil scientifique, le gouvernement, les ministres posent des questions et sur la base des évidences scientifiques, le conseil scientifique y répond et les mesures sont prises en conformité ou pas avec les recommandations du conseil. Serge Patrick Moukoko, que pensez-vous de l'aspirivine? Vous en parliez tout à l'heure, antirétroviral, dit-il inventé par un scientifique béninois qui semble efficace contre le Covid-19. Les Béninois sont en train de l'évaluer et nous attendons les résultats de cette évaluation. Donc c'est la même démarche. Nous accueillons avec bienveillance ce qui est offert par notre médecine locale, notre recherche endogène, mais il faut avoir des canevas d'évaluation. Bernard Anchang, is it possible to show no symptoms of COVID-19 even after the 14-day period while you are infecting people? Oui, la période d'incubation, c'est 14 jours. Pendant les 14 jours, quelqu'un qui a le coronavirus peut infecter les autres. Au-delà de 14 jours, ça deviendrait anecdotique de continuer d'être mais en tout cas, si on a la maladie, si on a le virus, on est potentiellement infectant, oui, contagieux. Enfin, Gérard Fotso-Kamdem qui dit « Quel protocole utilisons-nous au Cameroun pour soigner les patients atteints du Covid-19 » Vous en avez parlé quelque part dans l'émission. C'est de dire qu'au Cameroun, nous avons certes des directives qui intègrent tous les médicaments qui ont une efficacité avérée dans cette situation, mais nous appliquons surtout ce que nous appelons la personnalisation du traitement. C'est crucial en médecine de ne pas traiter tout le monde comme tout le monde. C'est-à-dire, il faut évaluer le patient chaque jour. Chaque cas est particulier. Chaque cas est particulier. Et personne d'entre nous ne souhaiterait être traité comme le voisin en vrac. Absolument. Nous aimerions être réexaminés chaque jour pour que le traitement soit adapté à notre situation du jour. C'est ce qui est privilégié au Cameroun. Merci, professeur. Nous allons refaire un dernier du côté de nos machines pour parler de notre semaine sociale qui, elle également, est rythmée par le coronavirus. Voici le tour d'horizon de Raphaël Croix. Alors que les chiffres de la contamination au Covid-19 sont en expansion exponentielle, le gouvernement est en permanence sur la brèche. Comme il fallait s'y attendre, le Premier ministre, chef du gouvernement, reconduit pour une période de 15 jours, éventuellement renouvelable, les 13 mesures prescrites par le chef de l'État camerounais. Dans la foulée, le ministre de la Santé publique annonce le déploiement de 1499 agents de santé communautaire dans la ville de Douala. Du 2 au 7 avril, ils procéderont à une vaste campagne de dépistage et de sensibilisation dans la métropole économique, principale portée d'enquête des passagers en provenance des pays classés à risque très élevé. Le chef de l'État a décidé cette semaine de la création d'un fonds spécial de solidarité nationale dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, avec une dotation initiale d'1 milliard de francs CFA. Ce fonds de solidarité servira au financement des opérations relatives à la stratégie gouvernementale des ripostes contre la propagation du Covid-19. Toutes les âmes de bonne volonté, tant de l'intérieur que de l'extérieur du Cameroun, sont appelées à apporter leur contribution à ce fonds qui relève d'une cause nationale de santé publique. En droite ligne des prescriptions en vigueur préconisant le recours au télétravail dans l'administration, le Premier ministre Joseph Dione Ngouté a présidé ce jeudi une réunion interministérielle par vidéoconférence pour faire le point sur la stratégie de riposte contre le coronavirus. 17 membres du gouvernement et d'autres acteurs majeurs impliqués se sont ainsi interconnectés pour cette concertation au haut niveau. Les données actualisées ont été présentées. Le secteur des transports a été examiné, en plus de l'exposé sur la couverture financière des opérations de sensibilisation et de prévention à mener au cours des prochaines semaines. Pape Diouf est mort. La nouvelle inattendue a fait l'effet d'une bombe. Cette semaine, dans les milieux sportifs et médiatiques, l'ancien journaliste et président de l'Olympique de Marseille a succombé au Covid-19 mardi dernier à Dakar au Sénégal, alors que son évacuation sanitaire vers la France était en cours de préparation. Le ministre de la Santé publique a procédé ce jeudi à l'équipement des maisons réquisitionnées par le gouvernement sur le site d'Olembe à Yaoundé, matériel de couchage, ameublement et électroménager pour améliorer le cadre de vie des confinés.
Une action qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale du gouvernement visant à stopper la propagation de la pandémie du coronavirus. Dans le même temps, le spectre des actions s'élargiront avec l'annonce de la production locale de la chloroquine, un médicament retenu dans le protocole des traitements du Covid-19 par le ministère de la Santé publique. La ministre de la Recherche scientifique annonce une capacité de production de 5000 comprimés à la minute. Le réseau des laboratoires au programme national de lutte contre la tuberculose est désormais un élément de la stratégie gouvernementale. Il est autorisé par le ministre de la Santé publique à réaliser le diagnostic moléculaire du Covid sur l'ensemble du territoire national, sous la supervision du Centre Pasteur du Cameroun, ce qui devrait considérablement accroître les capacités de dépistage rapide des malades atteints du coronavirus. Depuis le 1er avril, le ministre des Affaires sociales a lancé une opération visant à trouver un abri à 300 enfants de la rue dans les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam. Après avoir été testés et sensibilisés sur les risques du coronavirus, ils seront pris en charge par les structures spécialisées du MINAS où ils recevront une formation de 3 mois en vue de leur réinsertion sociale. Ce programme, longtemps dans les tiroirs, a été remis sur la table du fait de la pandémie du Covid-19. Et les enfants de la rue, de par leur vulnérabilité, constituent un segment à risque de notre population. Retour sur ce plateau avec notre invité, le professeur Eugène Sogui. Alors, cette semaine, le gouvernement a instruit pratiquement la décentralisation de la lutte. On implique les gouverneurs de région et puis leurs collaborateurs au niveau des préfets, des sous-préfets, etc. Ce sera parti comme ça pour que les choses se passent mieux? Alors, nous l'avons appelé de tous nos voeux, cette décentralisation. Qu'est-ce que cela présente comme avantage? En fait, ça a l'avantage de rentrer dans la logique de la protection civile, d'avoir le gouverneur qui est le patron de la lutte contre l'épidémie dans une région. Le gouverneur de région a, j'allais dire, de la petite connaissance de médecins que nous avons, la possibilité de mobiliser tous les acteurs de la région. Et la possibilité de prendre des textes d'application régionale qui peuvent renforcer, qui peuvent optimiser la mise en œuvre des mesures nationales. Et donc, que la décentralisation se fasse ainsi, que les gouverneurs aient la main, permet d'adapter à certaines circonstances bien spécifiques, à certains contextes bien spécifiques, j'allais dire parfois l'assouplissement ou le durcissement de certaines mesures ou des mesures en complément. Donc, c'est-à-dire que ce qui se passe à Douala ne se passe pas forcément de la même manière à Bertoua ou à... Bien entendu. Et autant nous parlons ici des gouverneurs, je veux revenir sur notre terrain de prédilection pour parler des structures qui font l'ossature même du système de santé. Je veux parler du district de santé. Le district de santé est au cœur de tout le dispositif et le district de santé, dans des situations comme celle-ci, non seulement dispose déjà d'un très grand nombre d'outils, mais a besoin d'être capacité pour pouvoir répondre à des situations pertinentes sur le plan local. Et dans de grands nombres de districts de santé, justement, par exemple, pour ce qui se passerait dans la recherche des personnes contacts et tout, ils ont des outils, ils savent le faire. Donc cette décentralisation sera de toutes les façons de grande utilité, sera salutaire sur certaines questions bien spécifiques de la lutte contre l'épidémie. Alors parlons de la fameuse chloroquine. On en parle depuis quelques semaines. C'est quoi la situation au Cameroun? Vous administrez la chloroquine aux malades. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Qu'est-ce qu'on trouve sur le marché? C'est du vrai, c'est du faux? Nous administrons la chloroquine aux patients chez qui elle est indiquée, mais pas seulement. Il y a besoin de plusieurs autres choses, on en a parlé. Malheureusement, la chloroquine, c'est un médicament qui n'était plus un médicament d'usage courant. Donc très rapidement, on arrive à ne plus avoir forcément accès à la chloroquine comme on le souhaite. Et il y a eu autre chose. La circulation sur les réseaux sociaux des protocoles qui impliquaient la chloroquine
a entraîné un effet pervers, 2 effets pervers d'ailleurs. Premièrement, les officines ont été dévalisées de leur chloroquine et leur hydroxychloroquine. Et ça, c'est la population qui allait acheter. Et ça se trouve désormais dans les domiciles des gens qui n'en ont pas besoin. Pendant que ce temps, nous qui avons les malades à l'hôpital et qui en avons besoin pour eux, nous n'en avons pas assez. C'est peut-être l'occasion, si vous le permettez, de s'adresser aux citoyens et de dire désormais c'est un acte de civisme. Rapporter dans les formations sanitaires l'hydroxychloroquine, je vais citer un nom commercial pour que la population se retrouve, le Plaquenil ou la chloroquine que vous avez, ça peut sauver des vies. C'est très important ce qui est dit. Alors, un mot sur le vaccin. Pas encore de vaccin. Oui, j'ai oublié tout à l'heure de dire le deuxième effet pervers, c'est la chloroquine contrefaite. Et ça, c'est criminel. On en a trouvé. Oui, c'est criminel. C'est tout simplement criminel. Heureusement, il y a les dispositifs sur le plan de la loi pour gérer cela, mais c'est criminel. Absolument. Oui. Pour en Donc venir le vaccin. Oui, il y a des choses qui dans sont 6 mois, dans 1 an. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 18 mois. Il y a des espoirs pour plus tôt que ça. Il y a plusieurs effets d'annonce. Mais il y a la question même du BCG qui s'est posée. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut en dire? Le BCG, c'est un vieux vaccin qui a été utilisé pour la tuberculose. Qui contient un agent, un pathogène qui est proche de celui de la tuberculose. On les appelle des mycobactéries. Donc, pour la tuberculose, c'est Mycobacterium tuberculosis, excusez les noms rébarbatifs. Et son cousin s'appelle Mycobacterium bovis. Donc, en utilisant Mycobacterium bovis qu'on inocule aux gens, on peut stimuler leur immunité qui, cette fois-là, va balayer large et permettre de lutter contre Mycobacterium tuberculosis, qui est le germe de la tuberculose. Alors, c'est depuis 1921 que ça s'utilise, c'est depuis 1921, donc ça commence à vieillir, ça commence à ne plus avoir forcément toute l'efficacité souhaitée, mais ça aide. Et il y a des pays dans lesquels, comme le nôtre, ça rentre dans la liste des vaccins qui sont faits systématiquement, donc il y a une grande partie de la population qui est vaccinée. Alors, au début des années 2000, une observation a été faite selon laquelle, dans un pays en particulier, la Guinée-Bissau, les enfants faisaient moins de maladies respiratoires qu'ils n'auraient dû spontanément en faire. Ça a suscité toute une réflexion autour de une efficacité éventuelle du BCG pour prévenir toute une palette de maladies respiratoires et bien plus. Il y a des observations qui ont été faites que les gens qui étaient vaccinés au BCG faisaient moins de maladies telles que l'asthme ou parfois même on a dit le diabète ou des maladies un peu complexes comme la sclérose en plaques. Bien, il y a ces observations-là qui ont amené donc les gens à se dire et si c'était le cas avec le coronavirus. D'ailleurs, depuis, j'allais dire, c'est pas seulement avec ce nouveau coronavirus que la question s'est posée, ça s'est posé même avant. Alors, est-ce que le BCG serait l'explication de ce que nous devrions peut-être nous attendre à plus de formes telles extrêmement sévères que ce que l'on observe aujourd'hui? On ne sait pas. Donc, est-ce qu'il faut partir de ça pour se dire il faut aller maintenant donner le BCG? Moi, je dirais il faut plutôt procéder par ce que nous appelons des études observationnelles. Est-ce que dans les cas que nous avons, les personnes qui ont leur BCG à jour, qui ont eu leur rappel d'immunité fait par le BCG, est-ce que ces personnes font des formes moins sévères que les autres ou bien font moins de Covid-19 que les autres? Ça, c'est la première question à laquelle il faudra répondre. Donc, concernant le BCG, je dirais, oui, il y a des arguments pour que l'on s'intéresse à la question, mais il n'y a pas encore d'arguments pour dire qu'il faut aller donner le BCG à la population contre le coronavirus. On est encore dans la réflexion. Tout à fait. Alors, une dernière question, professeur. Le Centre Pasteur, jusque-là, est seul habilité à donner des résultats des tests qui sont faits.
Oui, fort heureusement, la situation a changé cette semaine. On parlait de décentralisation encore. Est-ce qu'on ouvre définitivement? Là, c'est parti. Oui, Qui peut faire ce travail-là, en dehors du Centre Pasteur? Alors, les informations dont nous disposons, cette fois-là comme citoyens tout simplement, et que désormais à Douala, l'hôpital La Quintini, qui a un laboratoire, ce que nous appelons P2, c'est-à-dire pour des normes de sécurité microbiologique, désormais fait le test. Et il y a un certain nombre de laboratoires dans la République qui sont en ce moment accompagnés par le Centre Pasteur pour le faire. Je pense qu'il doit y en avoir au moins 5-6 et que cela va continuer. Mais ça devenait une urgence. Ça devenait une urgence avec la progression de l'épidémie qui est une décentralisation de la réalisation des possibilités. Oui, forcément. Comme praticiens, nous sommes confrontés à ce que c'est difficile. Ça vous permet de moins stresser parce que les résultats, on les attend généralement très impatiemment. Oui. Mais c'est une interpellation pour notre système. Parce que, vous savez, les crises font progresser, mais les crises peuvent détruire. Ça pourrait nous faire progresser si nous réussissons dans cette décentralisation à mettre bien en place les outils de contrôle qualité. Si pendant que nous gérons cette crise, nous travaillons pour que le système de santé soit mieux paré à faire face à des crises, si nous travaillons pour qu'on sache mieux protéger le personnel de santé, si nous travaillons pour que l'on sache mieux, j'allais dire, je veux parler de ça, mieux valoriser le personnel hospitalier, le personnel soignant. Parce qu'aujourd'hui, la question se pose. Nous sommes dans une crise sanitaire. Et qui sont les soldats? C'est le personnel soignant. Alors, le personnel soignant, comme soldats, ils ont besoin, j'allais dire, de leurs gilets pare-balles, de toutes leurs armes, etc. Ils ont besoin d'être protégés. Ils ont besoin de leurs outils. Mais ils ont besoin, c'est des soldats, de leurs soldes. Il faudrait, c'est l'occasion de réfléchir au traitement qui est réservé au personnel soignant, au personnel hospitalier, et de s'interroger aussi sur le fait qu'on aurait pu avoir plus de soldats si un grand nombre n'allait pas à la retraite à 55 ans. Il faudrait que l'on regarde ça. Je saisis l'occasion de votre émission qui est regardée par plusieurs décideurs pour dire que cette crise est peut-être l'occasion, messieurs les décideurs, je me permets de dire, OK, pour faire face à la situation d'urgence, la retraite à 60 ans pour les personnels de santé. Ce serait la récompense pour après Corona? Pour pendant Corona. Qui sait? Voilà. En tout cas, cela a été dit. Professeur Eugène Sobgui, merci d'être venu sur notre plateau et merci pour toutes les explications véritablement pratiques. Nous espérons que nos téléspectateurs, nos internautes ont suivi, non seulement ont suivi, mais se mettent véritablement à la pratique. Merci de votre participation. Merci. Je vous en prie. Merci. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Restez cloîtrés si vous le pouvez, parce qu'il ne fait pas bon d'être dehors par ces temps-ci. Bonsoir.